Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue en direct des bibliothèques de Paris. Je tenais d'abord à m'excuser nous avons eu quelques problèmes pour nous connecter. J'espère que vous n'avez pas finalement eu trop de difficultés pour nous retrouver. En tout cas, je suis heureux de vous accueillir aux côtés de Maxime Georges Métro, historien de l'art, qui nous propose aujourd'hui une conférence sur Gustave Courbet et la Commune de Paris. Cette rencontre exceptionnelle est organisée à l'occasion du 150e anniversaire de la Commune de Paris et de Trésors à prendre, le cycle en histoire de l'art de la médiathèque Violette-le-Duc. La Commune de Paris, épisode majeur dans l'histoire du mouvement ouvrier, a profondément marqué notre imaginaire et provoque encore aujourd'hui des débats pour le moins passionnés. Elle a également bouleversé la carrière du peintre Gustave Courbet, républicain et socialiste convaincu, qui s'engagea pacifiquement au cœur des tumultes de cette révolte populaire. Chef de file de l'école réaliste, volontiers transgressif et partisan d'un art sans concession, ses positions politiques et ses préoccupations sociales s'exprimeront très vite dans sa peinture. Vous croyez que je peins la réalité, disait-il, mais j'ai toujours une idée philosophique ou politique dans la tête. Sachez la voir et sachez la chercher. C'est justement ce que nous allons voir et chercher au cours de cette conférence de Maxime Georges Métro qui s'annonce passionnante. Il reviendra en détail sur le rôle joué dans la Commune de Paris par Gustave Courbet, sur son impact dans sa pratique artistique, mais aussi sur les multiples répercussions de cet engagement révolutionnaire. Bonsoir Maxime Georges Métro. Après une conférence sur Léonard de Vinci et une autre sur Pablo Picasso, vous allez ce soir nous parler de Gustave Courbet, qui semble avoir révolutionné l'art du XIXe siècle et qui pourrait être lui aussi l'un des artistes importants de l'histoire de l'art. Avant de vous laisser bien volontiers la parole, je voudrais à nouveau saluer chaleureusement et souhaiter la bienvenue au public présent ce soir. Vous pourrez, au cours de la conférence, poser vos questions par l'intermédiaire de notre chat et auxquelles Maxime Georges Métro répondra en toute fin de son intervention. Je vous souhaite une très bonne conférence. On se retrouve à la fin de l'intervention de Maxime Georges Métro. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci Stéphane. Donc, bonjour à tous. Merci d'être là. Voilà, malgré les aléas, malgré le coronavirus. Donc voilà, c'est avec plaisir donc que je vous retrouve ce soir. Bon, j'espère que voilà, maintenant ça devient une rengaine, que la prochaine conférence pourra se tenir à la bibliothèque et qu'on pourra retrouver la salle. Mais aujourd'hui, donc, nous allons nous intéresser à Gustave Courbet et la Commune. Alors tout d'abord, je voudrais commencer en fait par resituer mon propos, c'est-à-dire que l'année 2021 est particulière puisqu'elle marque l'anniversaire de deux commémorations importantes. La première est le bicentenaire de la mort de Napoléon le 5 mai 1821 et l'autre, donc celle qui nous réunit ici ce soir, les 150 ans de la Commune qui s'est déroulée du 18 mars au 28 mai 1871. Deux événements d'ampleur, donc, et qui ont déchaîné dernièrement les passions médiatiques. Malgré une situation profondément bouleversée par le coronavirus, la légitimité de ces deux commémorations est l'objet de nombreux débats journalistiques, politiques et historiques. Voici quelques mots, une brève revue de presse de ces derniers mois. Donc, le Parisien a publié un article le 7 février 2021 sur Napoléon, le bicentenaire de la discorde. Le journal La Croix titre quant à lui le 13 février « Faut-il commémorer Napoléon ?» De même pour RFI le 9 mars et Le Monde le 12 mars qui optent pour la même titraille. Certains médias prennent d'ailleurs ouvertement position, comme par exemple Le Point le 9 mars 2021, commémorer Napoléon pour célébrer la grandeur française. Il se produit le même phénomène pour la Commune. Le Monde a publié un article donc le 19 février, Légende noire, légende rouge, la difficile commémoration des 150 ans de la Commune de Paris.
Cette ambivalence avec légende noire et légende rouge rappelle par ailleurs assez bien les commémorations de la Révolution française en 1989 où ce genre de questions s'était aussi posées. Le Figaro titre quant à lui, donc le 17 mars dernier, 150 ans de la Commune, l'anniversaire qui divise. Donc les deux événements sont rapidement comparés, les polémistes s'emparent de l'affaire, de nombreux débats sont organisés, où notamment Éric Zemmour puis Pierre Nora prennent fait et cause pour Napoléon contre la Commune. Les partisans de cette dernière s'organisent alors et répondent. Nous assistons donc à ces derniers mois et même ces derniers jours à une approche très clivante de l'histoire de France où ne se dégage malheureusement aucune vision parvenant à rassembler ou à dépasser cette vision manichéenne. Cette approche n'est pas propre à notre époque. L'historien Michel Cordillo note que la Commune divise très profondément et très rapidement avec d'un côté sa légende noire et de l'autre son hagiographie. Il précise que parmi les plumes les plus hostiles au soulèvement populaire, on retrouve les grands écrivains de l'époque, comme Gustave Flaubert, Alphonse Daudet ou encore George Sand. Du côté de ceux qui sympathisent avec les idéaux communards, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine ou encore Victor Hugo font figure d'exception. Mais c'est plus tard que viendra l'arrivée donc, de cette légende rouge qui revisitera donc, cet épisode de l'histoire. Cette légende rouge donc, est venue contrer la légende noire avec notamment une inflation du chiffre de mort et des célébrations donc, totalement acritiques de la Commune pour Cordillon. Cette année 2021, qui célèbre donc à la fois l'insurrection parisienne et le bicentenaire de la mort de Napoléon, les deux commémorations interrogent des lectures différentes et contradictoires du passé. Selon l'historienne Ludivine Bantini, cette vision sélective correspond à un clivage social. L'exaltation pour Napoléon s'ancre dans une vision de l'histoire par le haut, par les grands hommes, qui reste fondamentale pour des historiens conservateurs comme les désormais Pierre Nora. La Commune, à l'inverse, n'a pas de grands hommes, ou alors ils le sont tous par leur courage et leur force de leur détermination. La Commune renvoie à une histoire populaire et révolutionnaire, plus précisément à une révolution populaire au cours de laquelle ceux qui s'emparent du pouvoir pour changer la vie et exercer une vraie démocratie sont pour la plupart de parfaits inconnus. Ce sont des ouvriers, des petits artisans, des commerçants, des employés, des instituteurs, des professeurs, quelques journalistes et artistes. Elle conclut en disant c'était évidemment là que le bas blesse, c'est une révolution sociale rouge qui met en cause l'hégémonie des classes possédantes. Donc c'est dans ce contexte que se déroule la présente conférence, donc au cœur d'une année 2021 particulièrement animée et qui est ponctuée donc, de débats brûlants. La Commune a certes fêté ses 150 ans, ce qui peut paraître assez loin, mais elle reste d'une brûlante actualité et témoigne d'un rapport particulier que les Français entretiennent à l'histoire. Donc, je vous propose donc ce soir de s'intéresser à cette révolution par le prisme de l'un de ses protagonistes les plus connus, à savoir Gustave Courbet. Après une présentation de l'artiste et de sa carrière jusqu'en 1870, nous reviendrons sur les événements de la Commune, le rôle joué par l'artiste et l'impact de ceux-ci sur sa pratique artistique. Donc, cette conférence, elle se base principalement donc, sur les travaux de Bertrand Tillier, qui a largement exploré l'engagement politique de Gustave Courbet. Il a par ailleurs participé à l'exposition qui s'est tenue en 2000 au musée d'Orsay et qui s'intitulait Courbet et la Commune. La commissaire de celle-ci n'était autre que Laurence Descartes, donc l'actuelle présidente de l'établissement, qui a aussi organisé plusieurs manifestations consacrées à l'artiste. Courbet, comme les sujets des précédentes conférences qui se sont tenues dans ce cycle, a été l'objet d'une littérature vraiment très abondante et surtout ces derniers mois du fait de son engagement dans la Commune. Donc, Gustave Courbet, né dans le Doubs à Ornans le 10 juin 1819, Jean-Désiré Gustave Courbet est le fils de Régis Courbet, donc, dont vous voyez le portrait, propriétaire demeurant à Flagey de son épouse Sylvie Oudot. D'après la tradition familiale, les Courbet, implantés à Flagey même depuis des siècles, seraient d'origine espagnole. Élevé au milieu d'une famille très homogène, Courbet sera toujours très attaché à son pays natal. Selon Castagnari, il avait reçu de sa mère ses grands yeux bruns et tranquilles, la bonté, la calme, la douceur et la sociabilité. Le même auteur affirme aussi que Gustave Courbet tenait de son père les qualités supérieures qui décident d'une existence, l'esprit novateur, l'aspiration à la gloire et l'audace dans les entreprises. Des deux réunis, il avait la simplicité, la bonne humeur, la probité, l'amour de l'ordre et l'économie. Vous voyez que
Le critique et historien se montre là très élogieux sur l'artiste. Régis Courbet, donc le père de l'artiste, est un personnage atypique. Toujours selon Castagnari, c'est selon lui bien le plus effréné bavard que j'ai vu de ma vie. Riche propriétaire, il possède notamment un grenier rempli de ses inventions auquel Gustave Courbet participera et tentera lui aussi d'inventer un mode de transport nouveau. Donc, il est dit habituellement que le jeune Gustave Courbet est arrivé à Paris donc, à l'âge de ses 20 ans en 1840, mais de l'être conservé à la bibliothèque de l'INHA permettent de situer l'événement un peu plus tôt, à l'automne 1839. Courbet écrit à ses parents qu'il est aussi tranquille qu'à Besançon, donc là où il était précédemment. Âgé de 20 ans, il arrive à Paris pour s'inscrire à la faculté de droit. Le jeune homme se détourne néanmoins très vite de cette voie et préfère fréquenter donc, les ateliers de Steuben et du Peur suisse. Il écrit également à ses parents: Je suis, je crois, le plus fort de l'atelier de Monsieur Steuben. Nous ne sommes que 3 ou 4. Il copie à cette période les maîtres du Louvre, comme notamment Rembrandt, mais également il sera très inspiré aussi par Titien. Et vous pouvez le voir donc ici avec un tableau donc, où il s'inspire, donc il recopie directement le Guerchin, mais aussi donc le Caravage, Frans Hals. Dans la galerie espagnole de Louis-Philippe, il découvre Velázquez ou Zurbarán qui affectionne également Manet. Parmi ses concitoyens, Courbet admire Géricault et Delacroix énormément, deux maîtres romantiques qui utilisèrent les grands formats pour peindre des épisodes de l'histoire contemporaine. Au cours de cette période, Courbet se cherche encore à diverses reprises. Donc, il se met en scène donc, avec certains de ses autoportraits, donc, comme vous pouvez le voir ici avec l'homme blessé ou le violoncelliste, mais il y en a d'autres, le désespéré, l'homme au chien noir, l'homme à la ceinture de cuir. Donc, les autoportraits occupent une place centrale parmi les œuvres de jeunesse de Gustave Courbet. Ils sont autant d'affirmations esthétiques et morales qui voient Courbet revendiquer à la fois un certain héritage de la peinture ancienne, dont notamment les traditions hollandaises et vénitiennes, mais aussi s'approprier donc vraiment les outils de la dramatisation propre à la romantique. En 1854, dans un regard rétrospectif sur son œuvre, Courbet écrit donc à son principal mécène, le Montpelliérain Alfred Bruyas: J'ai fait dans ma vie bien des portraits de moi au fur et à mesure que je changeais de situation d'esprit. J'ai écrit ma vie en un mot. Et donc, tous ces portraits constituent une sorte d'autobiographie et qui vraiment dont on peut suivre l'évolution jusqu'à sa mort. L'homme blessé souscrit vraiment à une thématique donc, de l'artiste héroïsé et souffrant. L'œuvre est peinte en 1844 et fut reprise par Courbet 10 ans plus tard à la suite d'une rupture amoureuse. En effet, il y avait à la base une figure féminine sur l'épaule du peintre qui a disparu et qui a laissé place, donc, comme vous pouvez le voir en fait ici, à une épée. Et Courbet ajouta également donc, à la hauteur du cœur, donc là vous voyez ici, cette tache rouge sang. L'artiste donc articule, et c'est quelque chose qu'il fait très souvent dans son œuvre, à la fois donc un registre extrêmement intime, autobiographique, et également une réflexion donc, sur le corps abandonné à l'anguille et la pondération du corps, et donc la manière dont celui-ci se tient. Donc, malgré ses convictions républicaines et ses relations avec des écrivains progressistes comme Champfleury, Courbet ne participe pas directement à l'action révolutionnaire donc, qui va secouer la France en 1848. En février, une partie du peuple de Paris, environ 3000 personnes sur plus d'1 million d'habitants, se soulève et parvient à prendre le contrôle de la capitale. Le roi Louis-Philippe refuse de faire tirer sur la foule des Parisiens et est alors contraint d'abdiquer en faveur de son petit-fils Philippe d'Orléans le 24 février 1848. Le même jour, dès 15 heures, donc la Seconde République est autoproclamée par Alphonse de Lamartine, entouré des révolutionnaires parisiens. Sujet qui donna lieu aussi à nombre de tableaux que vous connaissez peut-être. Vers 20 heures, un gouvernement provisoire est mis en place, mettant ainsi fin à la monarchie de Juillet. Durant cette année 1848 décisive,
Le Courbet réalise un dessin, comme vous pouvez le voir ici, très inspiré de Delacroix, représentant les barricades de 1848 et qui servira notamment de frontispice au deuxième numéro de la revue Le Salut public, dirigé par Baudelaire et donc son ami Champfleury. Selon Pierre Georgel, à partir de 1848, donc l'accélération historique précipite l'évolution de Courbet. Il se débarrasse alors de son legs à l'art romantique et s'affirme dans un goût du réel et notamment de la réalité sociale. Selon plusieurs spécialistes de l'artiste, Courbet n'a sûrement pas lu Marx, dont le manifeste du Parti communiste date lui aussi de 1848, mais ses œuvres trahissent néanmoins une véritable interrogation sur la société de son temps. Dans une lettre de juin 1848, l'artiste écrit à ses parents: c'est le spectacle le plus désolant qu'il soit possible d'imaginer. Je ne me bats pas pour deux raisons. D'abord parce que je n'ai pas la foi dans la guerre au fusil et au canon. Voilà 10 ans que je fais la guerre de l'intelligence. La seconde raison, c'est que je n'ai pas d'armes et que je ne puis donc être tenté. En 1848, Courbet, qui jusqu'alors a peu exposé au salon, arrive enfin à y présenter une dizaine de toiles. Remarquez, il noue de solides amitiés et bénéficie enfin d'un début de reconnaissance publique. Celle-ci est confirmée l'année suivante par l'achat par l'État, qui est une vraie forme de reconnaissance, du tableau que vous avez sous les yeux, l'après-dîner à Ornans, qui est aujourd'hui au musée de Lille. C'est ainsi donc que, aux diverses éditions du salon, il présente à la fois donc des portraits, des paysages, et l'artiste fait fort et il s'exprime notamment de nombreuses toiles. Il présente de nombreuses toiles ayant trait donc à la société contemporaine, dont l'après-dîner à Ornans est un très bon exemple, mais on en retrouve d'autres. Vous avez ici les demoiselles de village, vous avez également, c'est l'époque du célèbre enterrement à Ornans, mais on peut également citer pareillement les lutteurs qui sont au musée des beaux-arts de Budapest, ou encore la célèbre cribleuse de blé qui a été souvent et qui est souvent utilisée en fait comme couverture pour les ouvrages sur Courbet, et qui est au musée des beaux-arts de Nantes, qui est un des chefs-d'œuvre du musée des beaux-arts de Nantes. Les sujets traités par le peintre n'ont, dans le fond, rien d'inédit. Certains même sont fréquents, mais c'est la manière en fait dont Courbet les traite et qu'il va en fait renouveler, comme peu d'artistes ont renouvelé les grands genres de la peinture. Donc Courbet ne fait aucune concession au pittoresque et fait preuve d'une totale sobriété dans les expressions et les accessoires. Sa palette est généralement sombre et austère. Au lieu des petits formats, il opte pour de vastes toiles et des figures grandeur nature auxquelles donc le spectateur est en quelque sorte confronté physiquement à celui-ci. On retrouve par exemple ça dans l'art de Jacques-Louis David. Pensez donc au Sacre de Napoléon, où quand vous êtes dans le Louvre, vous avez vraiment l'impression d'être dans le tableau. C'est pareil quand vous êtes à Orsay avec l'enterrement, ou à Ornans, ou l'atelier, où voilà, vous avez dans le rapport physique que vous entretenez à l'œuvre, ce n'est pas du tout la même appréhension que quand vous êtes face à une miniature qui fait 5 cm par 2. Donc l'art de Courbet se singularise par vraiment une mise en avant du prosaïque et de l'insignifiant. Donc l'artiste donne à l'homme du commun, à l'expérience banale, toute son attention, et lui confère une grande dignité qui était alors réservée à la peinture d'histoire avec un grand H, histoire religieuse, allégorie, sujet d'histoire. Et Courbet utilise toutes ces techniques et cette grammaire esthétique au service de gens plus modestes. Il faut toutefois voir que Courbet n'est pas, comme il est toujours présenté,
le peintre des petits, des gens, des gens du commun, puisque en fait, si on regarde ces sujets, il est surtout le peintre de sa classe et de sa société qui est plutôt bourgeoise. Alors certes, on n'est pas toujours donc vraiment ni dans le misérabilisme, ni dans vraiment l'exaltation du bas, chose qui peut exister dans la peinture avant, notamment voilà, au XVIIe siècle, où on a vraiment un goût pour les mangeurs de ricotta, ce genre de personnages des rues, voilà, tout ce qui va concerner les cris de Paris, ou ce genre de choses. Il n'en faut néanmoins pas plus pour scandaliser, et s'il est un artiste qui va scandaliser énormément, c'est Gustave Courbet. Alors aujourd'hui, on pense tous à l'origine du monde, naturellement, qui est sans doute un des tableaux les plus connus de l'histoire de l'art et de l'œuvre de Courbet. Donc voilà, il ne sera pas dans ce PowerPoint parce que c'est un tableau très vu et que à l'époque, il était inconnu du public. C'est un tableau qui sera connu du public par la suite, plus tard. Donc, si vous voulez, il participera à la gloire de Courbet, mais dans des années bien postérieures à celles que nous évoquons. Donc la critique qui est contre Courbet lui reproche de peindre le sale, de cultiver la laideur, de bafouer la tradition. Donc, bien entendu, il a des détracteurs, mais il a aussi des défenseurs. Et les défenseurs soulignent la portée critique de certains tableaux, comme notamment, vous voyez, les Baigneuses, donc du musée de Montpellier. Et l'interprétation des œuvres de Courbet, les œuvres de Courbet sont toujours faussement simplistes. C'est ce qui les rend aussi attractives, aussi intéressantes. C'est-à-dire que le message délivré est rarement littéral, et l'artiste fait preuve d'un grand talent pour insuffler une polysémie à ses compositions. Et donc, il y a plusieurs registres, et il fait aussi en sorte de ne pas donner des clés unilatérales pour l'interprétation de ses œuvres. Donc la démarche de Courbet est alors, dans ces années, radicalement novatrice. Il use de dimensions ordinairement réservées donc, à la peinture d'histoire pour représenter donc, des sujets du commun en essayant d'avoir le moins d'idéalisation possible. Donc, en cette seconde moitié du XIXe siècle, donc, dans la tradition académique, les tableaux de grand format donc, sont réservés aux sujets importants. Et Courbet maltraite cette convention, et il va en maltraiter de très nombreuses autres. Et donc, l'enterrement à Ornans, donc, notamment, on peut le voir comme un tableau justement qui va briser cette convention. Mais si on le replace dans une histoire de l'art plus longue, il s'inscrit directement dans la mode en fait, de ces grands portraits collectifs de garde civique hollandaise du XVIIe siècle. Donc, vous pouvez penser à certains tableaux très connus comme La Ronde de Nuit, mais aussi on retrouve ça chez d'autres artistes comme Frans Hals par exemple. De même, dans son usage des noirs, et là, il s'inscrit dans la même mouvance que certains artistes de son temps, il est très friand d'art espagnol. Ça sera le cas pour de nombreux artistes de l'époque. On peut penser à Jean-Paul Laurence, on peut penser à Manet notamment. Donc, Courbet réalise également de nombreux portraits à cette période, dont celui de Berlioz en 1850. Même dans ce genre, qui est pourtant un genre où généralement le peintre essaye d'être flatteur avec son modèle, qui est également son commanditaire, Courbet ne cède pas à la facilité et ne donne pas une image flatteuse de ses sujets. Il n'a guère d'égard pour leur, sujet, pour leur visage. Et fidèle à ses principes, Courbet dit, je cite, prendre la vérité sur la tête du modèle. Et donc, vous avez ici deux exemples donc, de portraits réalisés par Courbet, donc, dont celui de gauche qui a été retrouvé il y a 2 ans de ça, donc c'est tout frais. Autre tableau manifeste de l'artiste, l'atelier du peintre, donc, qui reçoit, donc, comme vous pouvez le voir, un sous-titre extrêmement long, et on reconnaît ici les facéties de l'artiste, puisqu'il s'intitule dans ce sous-titre Allégorie réelle déterminant une phase de 7 années de ma vie artistique et morale. Donc, vous pouvez voir aussi la notion d'ego où Courbet impose le sujet au cœur de la dynamique artistique. Euh,
Et il ne doute pas de lui-même puisque, il propose une allégorie, sur, 7 années de réflexion, dans un format, vraiment, très grand. Vous voyez, plus de 3 mètres sur quasiment, 6 mètres, donc ce qui en fait un tableau, d'une taille monumentale. Et le jury du salon, donc de 1855, accepte plus d'une dizaine de toiles de Courbet cette année-là, mais refuse son atelier, prétextant en fait, la taille, de l'œuvre. Cette décision insiste, l'artiste à organiser une exposition particulière en marge de l'exposition universelle qui se tient cette année-là, dans un bâtiment, édifié à ses frais qu'il nomme le pavillon du réalisme. C'est-à-dire que là, il s'inscrit aussi, si on regarde, de manière rétrospective, dans la lignée, de Jacques-Louis David qui lui-même va, exposer, ses œuvres, notamment, l'enlèvement des Sabines. Donc, voilà, c'est une pratique qui existait, déjà avant Courbet, qui est rare, mais où, vous voyez, Courbet est visiblement un bon connaisseur de l'art qui le précède. Donc, un de ses correspondants, Monsieur Garcin, le qualifie de peintre socialiste, ce à quoi Courbet répond: «J'accepte bien volontiers cette dénomination. Je suis non seulement socialiste, mais encore plus républicain et en un mot partisan de toute révolution et par-dessus tout réaliste. Réaliste signifie aussi sincère, de la vérité vraie.» Donc des années 1850 aux années 1870, donc Courbet jouit d'une très grande, renommée. Il est, entouré, de nombreux défenseurs et protégé par, un cercle de fidèles amateurs, donc dont le fameux Bruyas précédemment cité, qui lui achètent de nombreuses œuvres et lui permettent d'avoir, une existence, aisée. S'il apprécie particulièrement, les paysages, giboyeux de la Franche-Comté et de la vallée de Loups, l'artiste est également séduit par les falaises d'Étretat, les fameuses, lieu fameux pour l'histoire de la peinture de paysage au XIXe siècle. Il goûte néanmoins, toujours, le goût du scandale, puisqu'en effet, à cette période, il peint en 1863 Le Retour de la Conférence, œuvre aujourd'hui, disparue, où, en fait, la toile, montre, des ecclésiastiques éméchés, rentrant, sur une route de campagne. Donc vous imaginez le scandale. La toile est bien entendu refusée, au salon de 1863 au motif pour cause d'outrage, à la morale, religieuse. Et vous voyez, voilà, donc son comportement Courbet arbore ces refus et ces remises en cause de l'ordre moral, comme un soldat exhibe ses médailles, il revient dessus, il les commente. Donc c'est quelqu'un qui a un vrai sens aujourd'hui on dirait du storytelling et de la manière de construire sa renommée, sa carrière artistique. Il jouit donc, dans ces années-là d'une importante renommée. En 1865, il peint notamment donc, le tableau que vous voyez à droite qui s'appelle «Le Ruisseau noir», qui est acheté par le surintendant des beaux-arts pour la collection personnelle de Napoléon III. Donc vous voyez même que c'est un artiste qui a le goût du scandale, qui est en total désaccord avec, le régime sous lequel, il vit, à cette période. Hem, il est que malgré tout très apprécié donc, du pouvoir, il veut surtout, l'artiste, qualifie donc lui-même, le Ruisseau noir de «superbe paysage de solitude profonde fait au fond des vallons de mon pays». Au cours donc de l'été 1869, donc Courbet s'installe, à Étretat et petite ville normande où, d'autres artistes déjà avant lui, hein, il n'est pas le 1er à découvrir, Étretat, comme lieu, on pourra dire aujourd'hui un spot de peinture. Hem Notamment, voilà, Delacroix, Boudin, sont déjà venus, se confronter à la mer, mais Courbet va le faire, lui, d'une manière, inédite. Donc, le peintre, loge dans une maison donc située sur la plage et observe par la fenêtre, le spectacle de la mer dont il est, le témoin solitaire. Il ne peint pas directement sur le motif et se contente de noter dans un premier temps les détails, les jeux des couleurs, les rapports de l'air et de l'eau afin de reproduire l'essentiel de ses visions dans sa chambre d'auberge ou plus tard dans son atelier. La mer, qui avait jusqu'alors un statut d'exception, prend désormais une place prépondérante dans sa production, qu'elle soit liée directement à ses séjours sur la côte normande, mais aussi en fonction mémorielle, donc de souvenirs. La veine renouvelée du réalisme exprimé dans les vagues apporte à l'artiste une forte reconnaissance et un nouveau public sous le Second Empire, et ce jusqu'à la fin de sa vie, alors qu'il est exilé en Suisse. Si Courbet répète plusieurs fois ce type de composition
entre 1869 et 72, il introduit cependant toujours des variantes, la forme de la vague, présence éventuelle d'un rocher au premier plan ou des bateaux à l'horizon, ciel dont la couleur varie, plus ou moins chargé en nuages. Donc, hypnotisé par le flux et le reflux des vagues, évoquant à la fois une sorte d'infini, mais aussi très paradoxalement de temps très fugitif, Courbet s'approche au plus près de cette eau mouvante. Tout en puisant dans les sources du romantisme, il ouvre la voie à de nouvelles recherches et s'intéresse à la mer pour sa puissance et pour son rythme. Cette dernière n'est plus seulement le cadre d'une scène mythologique, comme par exemple chez Cabanel à la même époque. Libre de toute anecdote ou drame humain, la mer devient ici, à l'opposé de la marine classique, le sujet même de la toile. Et c'est en ça que voilà, Courbet est éminemment moderne. Victor Hugo écrit d'ailleurs à la même époque. Les apparences marines sont fugaces à tel point que, pour qui observe longtemps, l'aspect de la mer devient purement métaphysique. Cette brutalité dégénère en abstraction. Par ce procédé particulièrement sensible dans les vagues, Courbet ouvre ainsi toute la voie à la peinture abstraite du XXe siècle. Nous voici donc maintenant arrivés aux années 1870-1871, période qui nous intéresse particulièrement ce soir. Donc, que se passe-t-il lors de ces deux fameuses années? Donc, au salon de 1870, Courbet envoie les deux toiles que vous voyez ici, la mer orageuse et la falaise d'Étretat. Les deux toiles peintes à la même période se répondent et décrivent les phases successives d'un même phénomène. Les commentaires sont très élogieux et Courbet assoit encore un peu plus sa notoriété. Donc c'est vraiment un artiste incontournable de l'époque et profondément opposé à Napoléon III. Il refuse la Légion d'honneur que celui-ci veut leur remettre. Il publie à cette occasion une lettre ouverte le 24 juin dans le journal Le Siècle. Et en voici un extrait. J'ai 50 ans et j'ai toujours vécu libre. Laissez-moi terminer mon existence libre. Quand je serai mort, il faudra qu'on dise de moi: celui-là n'a jamais appartenu à aucune école, à aucune église, à aucune institution, à aucune académie, surtout à aucun régime, si ce n'est le régime de la liberté. Donc, suite à la défaite de Sedan, le Second Empire s'écroule et s'achève le 4 septembre 1870. À Paris, la République est programmée et un gouvernement de défense nationale est formé, composé de républicains modérés, parmi lesquels l'un des plus connus encore aujourd'hui, Jules Ferry, et de conservateurs également. Donc, ce gouvernement promet de continuer la lutte malgré le siège de l'armée prussienne que subit Paris à compter du 19 septembre. Alors que Paris est assiégé et que beaucoup de gens fuient la capitale, Courbet, lui, reste sur place. Lui qui avait suivi avec intérêt les événements de 1848, garde sans doute aussi à l'esprit le souvenir de son grand-père qui fut lui-même sans culotte en 1789 et il l'évoque dans sa correspondance. La Commune débute un peu plus tard, le 17 mars 1871, avec ce qu'on appelle l'affaire des canons, que vous voyez ici. Adolphe Thiers et son gouvernement évaluent mal l'état d'esprit des Parisiens et envoient au cours de la nuit la troupe sous le commandement du général Lecomte s'emparer des canons de la garde nationale sur la butte Montmartre. Thiers souhaite désarmer la ville afin de la purger de tous les rouges et retirer les 227 canons. Il envoie environ 4000 hommes les chercher, mais alors que ceux-ci attendent des chevaux pour descendre les canons de la butte, il se trouve entouré par une foule très dense, notamment dans celle-ci, on retrouve Louise Michel, mais également de nombreux gardes nationaux. Les soldats pactisent alors avec les insurgés parisiens et la capitale s'enflamme. Thiers est alors obligé, avec son gouvernement, de quitter la ville, de fuir et de se réfugier à Versailles, où il installe un gouvernement provisoire. Débute alors la Commune, période insurrectionnelle et révolutionnaire qui a duré 72 jours à Paris. Précisément du 18 mars au 28 mai 1871, cette courte parenthèse historique a foncièrement bouleversé la capitale, mais toucha aussi brièvement d'autres villes comme Lyon, Toulouse ou encore Marseille. Conséquence directe de la défaite française lors de la guerre de 1870, la Commune témoigne d'une profonde opposition et d'un clivage entre deux France, celle du gouvernement d'Adolphe Thiers et les insurgés républicains. Courbet s'engage assez tôt puisqu'il se présente aux élections législatives en février 1871, mais hélas sans succès. En avril 1871, la commission exécutive de la Commune de Paris le charge de rouvrir les musées parisiens et d'organiser le salon.
Élu au conseil de la commune, Gustave Courbet n'est cependant pas garde national et donc ne va pas lui participer au combat. Il intègre en avril 1871 la Fédération des artistes de Paris, dont il assure la présidence. Selon Bertrand Tillier, euh, c'est lui qui est le grand spécialiste de la Fédération des artistes de Paris, des artistes sous la Commune. Il en donne la définition suivante. C'est selon lui une organisation professionnelle qui regroupe des peintres, des sculpteurs, des graveurs, des dessinateurs, mais également toutes sortes de créateurs qui sont à la limite du statut de l'artiste et de l'artisan d'art. Elle est ouverte à un grand nombre de profils. C'est une structure d'autogestion de la vie artistique. Il s'agit de soutenir ceux-ci, notamment en leur fournissant des commandes. Bien entendu, il faut que, voilà, malgré le siège, malgré les combats, il faut que la vie, et notamment la vie artistique, continue. Son but est aussi de gérer les questions patrimoniales, notamment les collections des musées. Donc, la fédération est un organisme essentiellement administratif, nous restons en France, mais qui permet malgré tout aux artistes de contribuer à la cause de la commune. Donc, toujours selon Bertrand Tillier, la fédération des artistes tient, selon lui, plus de l'intention. C'est une sorte de plateforme de débat, de décret au journal officiel, de délibération et d'échange. Elle n'est officiellement constituée qu'un mois donc, après le début de la commune, c'est-à-dire au mois d'avril, et ne durera elle-même qu'un mois également. Il s'agit donc d'une temporalité qui est extrêmement courte, extrêmement resserrée. Dans une lettre à ses parents, datée du 30 avril 1871, Courbet écrit « Me voici, par le peuple de Paris, introduit dans les affaires politiques jusqu'au cou, président de la Fédération des artistes, membre de la commune, délégué à la mairie, délégué à l'instruction publique, 4 fonctions les plus importantes de Paris. Je me lève, je déjeune, je siège et je préside 12 heures par jour. Je commence à avoir la tête comme une pomme cuite. Malgré tout ce tourment de tête et de compréhension d'affaires auquel je n'étais pas habitué, je suis dans l'enchantement. » Cette formule se retrouve dans une autre lettre de Courbet, ce qui donne en fait le sous-titre de la présente présentation de ce soir. La presse versaillaise, bien entendu, se déchaîne contre l'artiste, à l'image donc de Francisque Sarcey dans le Gaulois du 17 avril, qui titre ironiquement, reprenant un des célèbres tableaux de l'artiste, « Bonjour, monsieur Courbet. Vous payerez peut-être fort cher les folies de ce triste et grotesque carnaval. Vous ne serez plus ni roi, ni président, ni rien. Vous ne serez que plus que Courbet, et Courbet sans talent. Bonsoir, monsieur Courbet, bonsoir. » Donc, au titre de ces différentes fonctions, Courbet prend des mesures afin de protéger les œuvres du Palais du Louvre. Vous vous rappelez qu'étant jeune, il allait longuement copier celle-ci, donc lieu auquel il est particulièrement attaché, ainsi que d'autres lieux parisiens. Mais il ne prend aucune part dans la décision de la Commune le 12 avril 1871, donc 4 jours avant son élection, la Commune prend la décision de détruire la colonne Vendôme. Donc cette dernière sera en effet démolie le 16 mai, et donc c'est ce que vous avez ici à l'écran. Et la présence du peintre sur les lieux n'est pas certaine et sujette à caution de nombreux débats. Et donc vous voyez ici en fait ce personnage qu'on représente là sur la droite, donc vous avez un zoom, beaucoup voient en fait dans ce personnage Courbet. Mais on n'a malheureusement rien qui permette de l'attester. C'est vrai que voilà, la corpulence et la barbe correspondent, mais c'est difficile d'en savoir plus. Donc, la destruction de la colonne Vendôme est l'une des actions les plus célèbres de la Commune de Paris dans le domaine artistique. C'est une idée qui couve depuis un certain moment, et Courbet, s'il ne vote pas la destruction, il ne prend pas part à la décision de détruire la colonne, joue un rôle prépondérant puisqu'il a proposé en amont, donc en septembre 1870, soit plusieurs mois avant sa destruction, c'est lui qui émet en fait l'idée de cette destruction. Il s'exprime à cette occasion dans les colonnes du bulletin officiel de la municipalité de Paris. Attendu que la colonne Vendôme est un monument dénué de toute valeur artistique, tendant à perpétuer par son expression les idées de guerre et de conquête qui étaient dans la dynastie impériale, mais que réprouve le sentiment d'une nation républicaine, le citoyen Courbet émet le vœu que le gouvernement de la Défense nationale veuille bien l'autoriser à déboulonner cette colonne. Et donc c'est cette prise de position en fait, qui va lui coûter, vous allez voir, très très cher plus tard. Donc la Commune est le moment d'âpre combat entre Versaillais et républicains. À la fin du mois de mai arrive et elle signe également la fin de la Commune.
À la charnière des mois de mai et de juin 1871 se déroule donc la semaine sanglante, mais même après celle-ci, c'est le chant du cygne de la commune qui est alors vaincu et qui subit donc deux actions répressives donc, sont alors menées. La première donc, concerne des exécutions sommaires opérées à travers Paris par les soldats versaillais. Du 21 mai au 28 mai et jusqu'au 30 mai, des mineurs ont été fusillés sur le champ, au pied des barricades qui venaient d'être enlevées, ou dans les prévôtés installés dans les gares, les casernes, les abattoirs, les squares, les jardins publics. Édouard Manet, autre grand artiste de son temps, représente ces événements dans sa lithographie Guerre civile, que vous pouvez voir à gauche. Avec les premiers jours de juin, donc commence alors le temps de la justice régulière que Benoît Malon appellera la terreur tricolore. C'est-à-dire qu'en quelques jours, les troupes de MacMahon raflent plus de 40 000 prisonniers qui sont parqués dans divers lieux improvisés à Versailles, casernes, dépôts, maisons d'arrêt, à l'orangerie, aux écuries du château, enfin voilà, tout lieu susceptible d'accueillir des prisonniers. C'est le spectacle de ces hommes et de ces femmes entassés les uns contre les autres que Courbet dessine dans son carnet. Et à cette époque, donc, il va consigner quelques scènes de la commune et de sa répression. Donc vous pouvez voir ici deux manières dont deux artistes traitent ce sujet. Donc selon Bertrand Thivier, les deux artistes ont exécuté ce travail de mémoire et non sur le vif. Mais les deux peintres, comme nombre de Parisiens, vont s'indigner en fait de la sauvagerie de cette répression. Et Manet, bien que pourtant peu favorable à la commune, comme en atteste sa correspondance, réprouve la manière dont celle-ci a été achevée. Courbet, quant à lui, en cette fin du mois de mai, va démissionner de ses fonctions le 24 mai au sein de la commune, précisément le 24 mai 1871, en pleine semaine sanglante. Pourquoi démissionne-t-il? En fait, afin de protester contre l'exécution de son ami Gustave Chaudet. La situation, comme vous l'imaginez, à Paris est relativement complexe pendant cette période, à tel point que le 1er juin, la presse annonce la mort de l'artiste. Pris dans les premiers jours de la semaine, Courbet avait été emmené à Versailles en même temps qu'un certain nombre d'insurgés d'un rang inférieur. Monsieur Courbet, on le sait, était très gros, fatigué, épuisé déjà avant de se mettre en route. Il n'avait pu faire le chemin qu'avec la plus grande difficulté. Arrivé à Satory, il voulut à toute force qu'on lui donnât à boire. Il avait chaud. Il résulta de cette imprudence une sorte d'apoplexie qui l'emporta au bout de quelques heures. Donc, en réalité, il n'en est rien. Courbet a simplement été arrêté. Il est enfermé à la conciergerie, puis à Mazas. Lorsqu'on apprend qu'il est toujours vivant, donc la responsabilité de la destruction de la colonne Vendôme, qui a scandalisé de nombreuses personnes, lui est immédiatement imputée. La presse publie le 11 juin un compte-rendu qui est sans doute très romancé de son interrogation, puis de son interrogatoire, dont voici quelques extraits. Donc, le juge lui demande: pourquoi avez-vous provoqué la démolition de la colonne Vendôme? Courbet répond: que voulez-vous, c'est plus fort que moi. La haine contre ce monument barbare m'aveuglait, mais je n'ai signé aucun acte contre le gouvernement de l'Assemblée nationale. S'ensuit donc un véritable feuilleton judiciaire retranscrit par la presse et ardemment suivi par les lecteurs. Courbet est jugé à Versailles à partir du 14 août avec 15 autres communards et 2 membres du comité central. Il se défend en clamant avoir voulu protéger les œuvres d'art parisiennes et en niant toute implication dans la destruction de la colonne Vendôme. Courbet déclare: j'ai fait ce que j'ai pu. J'avais en effet une responsabilité immense. J'avais à sauver tous les objets d'art qui occupent non seulement la France, mais l'Europe. Le président lui répond: vous avez réclamé l'exécution du décret sur la démolition de la colonne Vendôme. Ce à quoi Courbet coupe: c'est une erreur. C'est moi qui ai proposé de conserver le soubassement de la colonne avec les panneaux qui représentent les anciennes guerres de la République. Le 2 septembre, le peintre est condamné à 6 mois de prison ferme et 500 francs d'amende, ainsi que 6 850 francs de procédure. Il est condamné, je cite, pour complicité de destruction de monuments publics. Une sentence qui va être jugée trop légère par toute une partie de la presse et des détracteurs de l'artiste. En effet, la justice est extrêmement sévère à cette période et souvent expéditive. Nombre de communards furent condamnés à des peines de mort ou à des déportations. Paul Litsky, dans son ouvrage Les écrivains contre la commune, rapporte notamment qu'Alexandre Dumas fils écrit à propos de Courbet:
De quel accouplement fabuleux d'une limace et d'un paon, de quelle antithèse génésiaque, de quel sointement sébacé peut avoir généré cette chose qu'on appelle Gustave Courbet? Sous quelle cloche, à l'aide de quel fumier, par suite de quelle mixture de vin, de bière, de mucus corrosif et d'œdème flatulent a pu pousser cette courge sonore et poilue, ce ventre esthétique, incarnation du moi imbécile et impuissant? Vous voyez qu'il n'y va pas avec le dos de la cuillère. L'artiste passera donc 6 mois en prison. Un article publié donc, le 7 mai 1871 permet d'en savoir plus sur sa captivité. Vous pouvez voir ici donc, un autre dessin donc, sur les fédérés retenus à la conciergerie. Et donc, voici ce qu'on apprend donc, sur sa captivité. Donc, vous voyez la presse fait ici donc, ces choux gras de cet événement et ça donne lieu donc, à de nombreuses caricatures et, que vous pouvez voir ici. Donc l'article du 7 novembre 1871 raconte: un artiste de Dijon, qui est un des amis du maître Dornand, a obtenu lundi la faveur de le visiter, et c'est à son obligeance que nous devons les détails suivants d'une exactitude parfaite. Depuis 3 jours seulement, Courbet est en possession de ses pinceaux et de sa palette et de ses couleurs. Il avait demandé au général Valentin l'autorisation de faire une vue de Paris à vol d'oiseau des combles de Sainte-Pélagie, donc la prison où il est retenu. J'aurais peint cela, disait-il à son ami, dans le genre de mes marines, avec un ciel d'une profondeur immense, Paris avec ses monuments, ses maisons, ses dômes simulant les vagues tumultueuses de l'océan. Malheureusement, l'autorisation m'a été refusée, sous prétexte que je n'étais pas ici pour m'amuser. Et il ajoute: le local que j'occupe est trop peu spacieux pour me permettre de travailler de souvenirs, moi qui ne suis qu'un copiste plus ou moins exact de la nature, quand elle veut bien se montrer à moi sous ses 10 aspects différents. Le fait est que si Courbet est un méchant politique, il n'en est pas moins un des peintres les plus remarquables de ce temps, et le préfet de police a peut-être tort de nous priver d'une toile qui aurait au moins le mérite de l'originalité. S'il ne le fait pas par intérêt pour l'artiste, il pourrait au moins se départir de sa rigueur en faveur du prochain salon. Puis, comme le peintre n'a garde d'oublier ses idées artistiques, il continue. Je ne puis cependant, continua-t-il, faire une étude quelconque représentant le sacrifice d'Abraham ou le songe de Jacob, puisque je ne les ai jamais vus. La prison a beau faire, Courbet est toujours dans les plus mauvais termes avec l'idéal. En revanche, dit l'artiste, et comme compensation, on m'a proposé de me livrer à la confection des chaussons de lisière. Cela est bien aussi du réalisme, mais malgré la confiance que l'on prétend que j'ai dans mon talent, j'ai cru devoir décliner cette proposition militaire. Donc on peut voir qu'il n'oublie pas sa verve malgré ce qui lui arrive. Du régime matériel de la prison, Courbet ne se trouve pas mal, il a le bon sens de ne pas se plaindre. Je n'ai rien à faire, dit-il en terminant, je n'en suis pas affecté, puisque je commence à reprendre mon embonpoint. Seulement chaque jour, à 4h30 du soir, j'éprouve le désagrément d'entendre glisser les serrous de ma cellule, et cela me produit une impression désagréable. Parbleu, tout finit le journaliste. Mais aussi, qu'allait-il donc faire dans cette galère de la commune? Et donc voilà, c'est comme ça que se termine l'article. Donc vous voyez qu'il est passionnant puisque c'est une source vraiment extrêmement intéressante et qui, vous voyez, quand on le lit à l'aune de l'autoportrait de l'artiste à Sainte-Pélagie, lui donne tout son sens. Donc le souvenir de sa détention est incarné donc par l'un des plus célèbres autoportraits de l'artiste, où il se représente donc à Sainte-Pélagie. Entre son arrestation et sa condamnation, donc l'artiste a connu plusieurs prisons. À Versailles, les grandes écuries et l'orangerie du château, à Paris, la conciergerie, les prisons Mazas et enfin Sainte-Pélagie. Donc c'est une prison donc, qui est célèbre pour y enfermer donc, des prisonniers politiques et nombre de journalistes ou de caricaturistes y ont séjourné. Courbet cherche visiblement donc à s'inscrire dans cette tradition carcérale. Donc il se montre dans cet autoportrait coiffé du béret et vêtu des habits bruns qui sont ceux des prisonniers politiques. Assis sur une table, donc on le voit contre la grille de sa fenêtre, et il fume la pipe, le regard tourné donc vers la cour de la préfecture. Donc
Dans cette œuvre, l'artiste, donc, vous voyez aussi, arbore un foulard rouge noué en cravate, qui donne de l'éclat à cette composition et qui a pu être vraiment interprété par des spécialistes de l'artiste comme une certaine revendication de son engagement en faveur de la commune et de ses idées. On ignore malheureusement, en fait, comme vous pouvez le voir, à quelle période précise ce portrait a été peint par Courbet. Les spécialistes de l'œuvre évoquent trois possibilités: pendant sa détention à Sainte-Pélagie, peut-être en Franche-Comté dès sa libération, ou un peu plus tardivement en Suisse au début de son exil. Donc la fin de carrière de l'artiste est mouvementée. Il peint énormément de nature morte à cette période. Vous en avez donc un exemple ici. Et c'est aussi cette fin de carrière mouvementée correspond à une baisse notable de sa production artistique. Donc, suite à son incarcération, il se rend dans sa Franche-Comté natale avant son exil helvétique et il exécute notamment plusieurs natures mortes de poissons, donc comme celle-ci, inspirées donc des truites, donc se trouvant dans les rivières qui arrosent Orne. Courbet, ici, s'inscrit donc toujours dans la tradition de la nature morte et on peut penser donc à toutes ces natures mortes, de pêche, qui sont, les bonheurs de la peinture hollandaise du XVIIe siècle. Toutefois, si vous regardez bien, sa truite donc a un caractère vraiment, dramatique et on peut, se pousser l'interprétation en faisant un parallèle donc, entre l'image de ce poisson, piégé, vaincu mais encore vivant et la situation de l'artiste, toujours en proie, à des problèmes de justice. Donc si l'influence, de l'art hollandais est indéniable dans ce tableau, Courbet, le réalise avec une touche emportée et violente et n'hésite pas à utiliser des tons très contrastés. Donc, vraiment d'un lyrisme patent, donc cette toile témoigne du désespoir de l'artiste, puisqu'en 1873, à la suite d'un nouveau procès, cette fois, Courbet est jugé responsable de la destruction de la colonne Vendôme. Il est condamné à rembourser les frais de reconstruction de la colonne, qui s'élèvent à la coquette somme de 323 091 francs. Courbet perd alors une grande partie de sa fortune et part s'installer en Suisse de peur d'être à nouveau emprisonné. Durant son exil, l'État saisit ses biens, surveille ses amis. Donc l'instabilité politique que connaît alors la France de la Troisième République n'est guère favorable aux anciens communards et donc à Courbet. Il refuse également de revenir en France sous prétexte également qu'une loi d'amnistie générale n'a pas été décrétée. Donc malgré l'accueil bienveillant qu'il reçoit en Suisse, Courbet sombre peu à peu. Il se perd notamment dans l'alcool et ne produit que très rarement. Et souvent, ce sont des œuvres voilà, d'une qualité picturale moindre que ce que l'artiste était capable de réaliser. Les problèmes d'argent et les procédures à mener deviennent une obsession et lui prennent une bonne partie de son temps, ce qui explique aussi ce silence artistique. L'artiste donc décède le 31 décembre 1877 à la Tour de Pels, quelques jours après que son atelier parisien ait été dispersé en vente publique. Il laisse à la postérité une œuvre d'une incommensurable puissance et contribua grandement au bouleversement esthétique et artistique de son temps. Courbet est aujourd'hui encore un peintre admiré qui inspire encore grandement les artistes de notre temps et son engagement politique se retrouve hein, dans d'autres figures d'artistes contemporains. On peut citer voilà, notamment Ai Weiwei, par exemple, qui est célèbre pour son engagement politique, mais bien d'autres. Donc, il est à la fois à l'image de la commune, c'est-à-dire donc à 150 ans de distance, à la fois loin dans un Paris qui est autre que celui que nous pouvons connaître, mais également en fait son œuvre, parce qu'elle incarne, par les questions qu'elle pose, reste d'une actualité brûlante, tout comme la commune. Je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir. Merci Maxime Georges pour cette
Vous m'entendez, Maxime Georges? Oui, je vous entends très bien. Vous me voyez aussi? Je vous vois très bien Ah également. oui, parce que j'avais l'impression d'être caché. Bon, Non, mais d'abord, je voudrais remercier vraiment nos patients, le patient public qui est resté malgré les problèmes d'organisation. Et remercier tout particulièrement aussi Maxime Georges pour cette passionnante conférence extrêmement vivante. C'est sûr que Gustave Courbet est un peintre, me semble-t-il, important, comme vous l'avez souligné. Il est aussi connu pour ses autoportraits de jeunesse et pour son génie de paysagiste. N'a-t-il pas aussi influencé les plus grands? On pense aux autoportraits de Picasso, dont vous nous avez parlé lors de votre dernière conférence, et bien sûr aux impressionnistes pour les paysages. Euh, A-t-il aujourd'hui des héritiers et si oui, qui sont-ils? C'est une bonne question. Bah, justement, voilà, pour la dimension politique, ben, voilà, par exemple, effectivement, je l'ai cité dans ma conclusion, on peut penser donc à Ai Weiwei qui est célèbre pour son implication politique, mais il n'est pas le seul en fait. Enfin, le succès de Courbet est tel que voilà, la politisation des artistes est vraiment aujourd'hui très courante, voire presque banale, même dans certains parties de l'art contemporain. Euh, Dans ses héritiers, enfin, on peut compter par exemple l'artiste Yan Peiming, également, restons dans l'art contemporain chinois, qui est extrêmement inspiré par l'artiste. Il en a lui-même réalisé des grands autoportraits, des portraits, et il a notamment donc exposé ceci à côté des œuvres de Courbet au Petit Palais. Donc voilà, c'est aussi les détournements que subissent les œuvres de Courbet par des artistes pour des revendications politiques, qui soient sur le féminisme, sur l'écologie, sont aussi monnaie courante. Donc c'est vraiment dans cette âpreté de la peinture, il va faire école et créer un sillage beaucoup plus vaste. On peut penser voilà, par exemple, au tableau très dur de Francis Bacon. On peut penser à Lucian Freud également, avec cette peinture de ces corps représentés sans concession. Donc voilà, c'est vraiment Courbet est un véritable continent qui vraiment, aujourd'hui, sous de très nombreux aspects, continue d'inspirer. Et donc, enfin, il n'a pas, on va dire, enfin, c'est compliqué comme ça de vous donner un continuateur Bien précis. sûr. C'est-à-dire que voilà, il a prospéré et ses idées ont continué vraiment de s'imposer. Ces tableaux sont souvent métaphoriques, en tout cas le semble. Est-ce que ce sont aussi des manifestes politiques? C'est un peu ce que vous nous avez. Ben oui, c'est-à-dire qu'il y a toujours, enfin, c'est à la fois ce pourquoi Courbet est passionnant, et c'est une de ses grandes forces, c'est de conférer à ses compositions vraiment une polysémie. C'est-à-dire que on peut généralement inscrire ses œuvres dans une histoire de l'art, des genres et des styles, mais il y a également souvent des échos à sa vie personnelle et à l'ego de l'artiste. Voilà, en parlant justement de ces continuateurs, ben, forcément, hein, le lien en fait entre Courbet et Warhol est assez simple à tracer dans la mise en avant de l'artiste et de son geste. Donc, et vraiment dans le, le fait de se mettre en avant et dans l'affirmation du moi. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui cette affirmation donc, de la subjectivité de l'artiste, elle est extrêmement forte, et notamment on peut penser à des exemples assez récents. Euh, Notamment, vous avez eu
voilà, vous avez peut-être suivi le Banana Gate, donc qui est cette fameuse banane donc, qui s'est retrouvée donc, de Maurizio Cattelan, qui s'est retrouvé scotché donc, à une grande foire d'art contemporain, et un artiste, donc David Datuna, lui a saisi l'occasion, il a pris la banane et il l'a mangée. Donc voilà, ça a fait scandale, devait-il manger la banane ou pas, que peut-on faire, que peut-on montrer? Et donc voilà, toute cette tradition, enfin, toutes ces performances s'inscrivent vraiment dans ce que Courbet insuffle, dans la représentation de lui-même, dans la mise en avant de son ego, de ses idées, de ses perceptions. Et puis bah, c'est également cette notion de l'idée de l'artiste comme un Prométhée, comme quelqu'un qui est à l'avant-garde de la société, des idées, qui montre la voie, qui ouvre de nouvelles perspectives. Et c'est encore le cas de nombreux artistes aujourd'hui, voilà, qui s'estiment vraiment aux avant-postes de la modernité et de la société et qui sont là, qui, à travers leur œuvre, essayent de poser des questions ou, pour certains, veulent même montrer une voie. On a des questions de nos auditeurs. Quel écart entre la réaction durant la Commune de Paris entre Courbet et celle de Renoir? Ça, c'est Bah, c'est-à-dire que vous avez vraiment des grandes disparités. Là, on parle de Renoir, mais avec de très nombreux artistes qui vivent la commune de manière très différente. Excusez-moi, l'auditeur, enfin, notre participant parle de Degas aussi, justement. Oui, oui, oui. Donc, c'est-à-dire Voilà, que enfin, tous les artistes de cette époque vivent la commune de manière très différente. Certains, dont Courbet, donc, vont être dans la fédération des artistes et vont s'engager. Courbet ne sera pas seul hein, au sein de la fédération, c'est pas le seul peintre à rentrer dedans. D'autres, bah, comme enfin, Courbet, lui, après la défaite de Sedan, choisit de rester à Paris, mais beaucoup en fait vont partir. D'autres vont rester à Paris, mais se désolidariser totalement et être plutôt en faveur de tiers. Donc, il y a une grande disparité qui correspond aussi enfin, à la société de ce temps-là et vraiment au morcellement, parce que enfin, c'est quasiment une guerre civile hein, qui se livre à Paris à ce moment-là. Donc, il y a vraiment de grandes disparités. Certains artistes vont aussi voilà, enfin, avoir une réaction à l'actualité contre d'autres vont totalement faire abstraction et malgré les événements qui se déroulent, ils continuent de peindre imperturbablement les mêmes sujets, continuent leur œuvre. Donc voilà, c'est une question, c'est quasiment une autre conférence en soi, si vous voulez, voilà. qui pourrait être faite, c'est-à-dire voilà, les réactions des artistes sous la Commune. D'ailleurs, Bertrand Tillier en fait, a exploré cette veine. Il y a notamment eu aussi une exposition il y a très peu, il y a quelques mois, sur la fédération, justement, et quel rôle ont joué les artistes dans celle-ci. Donc voilà, c'est vraiment très divers et varié. Souvent, c'est lié à la classe sociale des artistes. Voilà, les artistes, généralement d'un bon milieu, très aisé et bourgeois, ben, suivent leur conscience de classe et vont plutôt vers tiers. Voilà, d'autres artistes qui sont sur un autre positionnement ou sur une autre classe sociale vont, eux, plutôt aller du côté de la commune. Alors, je me demande si quelqu'un n'a pas. Oui, il y a quelqu'un qui a oublié de couper son micro. Et j'ai aussi une autre question, excusez-moi, c'est les aléas du direct. Où a eu lieu cette exposition? Attendez, excusez-moi. Hein. Ouais. Monsieur Brun. Oui, j'avais quelques questions. Comment Monsieur Brun, bonjour, excusez-nous, bienvenue. Bienvenue. Oui, bien. Merci pour cette conférence. J'avais quelques questions. Comment on a pu acheminer son courrier à ses parents? Est-ce que c'était possible à l'époque? Est-ce qu'ils l'ont reçu? Quand est-ce qu'il est mort? De quoi? Vous ne nous l'avez pas dit. Est-ce que ses parents étaient décédés quand il est mort? Et vous n'avez pas parlé. Est-ce qu'il a eu une femme dans sa vie ou pas? Voilà, c'était mes quelques questions. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur.
Alors, Ça sera là, je pense, la dernière question à vous. Alors pour ce qui concerne en fait sa vie sentimentale, oui, il y a des femmes qui traversent sa vie. C'est quelque chose, c'est vrai dont je n'ai pas parlé ce soir, mais il y a toute une œuvre érotique de Courbet, un pan comme chez Picasso également. On peut penser à l'origine du monde, mais également vous voyez sur l'homme blessé que je vous ai montré, où il y a maintenant dans l'état qu'on le connaît, il y a une épée et puis il a le cœur, mais en vérité, il a sa compagne qui est juste à côté de lui. Et donc, on en connaît un autre tableau qui est de mémoire au musée Fabre, où voilà, on voit l'artiste avec une de ses compagnes. Donc, oui, enfin, il y a vraiment, il a toute une vie personnelle voilà, que je n'ai pas forcément développée. Enfin, comme le titre de la conférence était Courbet et la commune, je me suis concentré plutôt sur l'homme public, mais c'est aussi une bonne question. De quoi il meurt enfin, enfin, j'ai envie de vous dire plutôt enfin, voilà, de désespoir, mais c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas d'autopsie qui est pratiquée, donc je suppose que si vous voulez, son fort embonpoint plus sa très forte tendance à consommer énormément d'alcool n'a pas aidé, plus bien entendu les soucis. Ah, vous imaginez bien, à l'époque, 320 000 francs, c'est une somme considérable, même quand on est un artiste qui gagne très bien sa vie. Donc voilà, c'est une conjonction de tout ça qui le précipite dans l'abîme et enfin, qui l'éloigne. À la fin de sa vie, il peint très peu et les tableaux qu'on lui connaisse ne sont pas malheureusement au niveau de ce qu'il était capable de produire dans des années plus calmes et lorsque la vie lui était plus douce. Alors après, c'est vrai que c'est lui qui fait le choix de ne pas rentrer, parce que s'il veut, en fait, Courbet est suffisamment apprécié, il a suffisamment de défenseurs, il pourrait rentrer en France s'il voulait, mais par choix politique, il reste en Suisse. Ensuite, donc, ce qui concerne votre question pour le courrier, c'est que la poste fonctionne, et en plus, enfin, le courrier comme on le sait pour les, à cette époque, souvent, en fait, les connaissances, les relations, c'est-à-dire que vous avez la poste officielle, puis vous avez la poste officieuse. Donc voilà, les personnes qui remontaient le courrier d'une personne à l'autre. Ça se voit dans de la correspondance d'artistes. Alors là, pour Courbet, j'ai pas d'exemple là comme ça en tête, mais par exemple, vous avez donc dans la correspondance d'Eugène Fromentin, qui lui-même en fait revient, il participe donc à tous ces bouleversements révolutionnaires. Sur ces lettres, il est inscrit que voilà, tu trouveras cette lettre donnée par telle personne. Et donc, il raconte comment ces lettres passent. Mais voilà, on arrive à communiquer. Alors, c'est sûr, bon, on n'a pas Zoom, on n'a pas WhatsApp, mais la poste est très efficace malgré tout. Et il y a aussi cette deuxième poste officieuse qui est le réseau d'amitié, de connaissances. Il y a aussi une certaine solidarité entre les gens d'une même région à Paris qui permet aussi, voilà, quand vous remontez dans une région, vous avez toujours un petit paquet ou quelque chose. Ça se pratique avec non seulement au sein de la France, mais aussi dans toutes les nationalités. Voilà, par exemple, au XVIIIe siècle, il y a pas mal de Suédois à la fin du XVIIe, début du XVIIIe à Paris. Et quand ils achètent des œuvres d'art et qu'ils les font remonter pour le roi de Suède, en fait, ce sont les nobles qui voyagent, qui acceptent de rendre service au roi de Suède. Et les œuvres remontent comme ça, sans prendre le chemin d'un transporteur classique. Merci Maxime Georges Métro, sincèrement, c'était vraiment passionnant. C'est vrai qu'on aurait pu en parler pendant longtemps, tant la personnalité de Courbet est multiple et passionnante. Alors, avant, je voulais encore une fois nous excuser au nom de la médiathèque Violette Leduc pour les incidents techniques. C'est vrai que habituellement,
on apprécie plutôt les contacts en présentiel, comme on dit maintenant, mais nous souhaitons saisir aussi ces rendez-vous numériques pour garder le lien avec la culture et également avec notre public. Alors, nous avons d'autres rendez-vous dans le cadre de Trésors à prendre, le cycle en histoire de l'art de la médiathèque et dont l'animateur, le conférencier est Maxime-Georges Métraud. Donc, nous ne savons pas encore si elles pourront se dérouler, bien sûr, en présentiel, ce que nous espérons tous, parce que vraiment, ce besoin d'interaction en cette période un peu particulière se fait sentir, j'imagine, pour beaucoup d'entre nous. Donc, je vous donne juste des dates qui pourront être changées, mais on vous tiendra informé régulièrement. Donc, le samedi 29 mai à 15h, on changera complètement de sujet avec la représentation du corps masculin dans les arts visuels. Le samedi 29 juin, à 15h, nous proposerons une conférence sur l'expression des patients, notamment à travers les grammaires faciales. Voilà. Je tenais à vous remercier une dernière fois à toutes et à tous. Je remercie Maxime-Georges Métraud et je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt.